Je m'appelle Céliane et je vis depuis 7 ans dans une maison que je n'ai jamais vraiment considérée comme la mienne. C'est une bâtisse ancienne, aux murs couleur de craie humide, perchée sur un versant de colline dans un village que personne ne cherche sur une carte. Lorival, mon mari, l'avait hérité de sa grand-mère Osmérine, une femme que je n'ai jamais connue, mais dont la présence flottait encore dans chaque coin sombre de cette demeure, dans l'odeur de camphre des armoires, dans les rideaux de velours bordeaux qui ne laissaient jamais entrer la lumière du matin, dans les cadres de photos jaunies accrochés de travers dans le couloir du premier étage. La maison respirait Osmérine, et Lorival respirait sa mémoire. Ce matin-là, un jeudi de novembre, le ciel bas comme un plafond de cave, je me suis réveillée avant l'aube avec une sensation que je ne saurais pas nommer autrement que par sa forme physique. Une contraction lente quelque part entre les clavicules, comme si quelque chose cherchait à sortir de ma poitrine par les os. J'avais rêvé de corbeaux blancs. Ce n'est pas un détail que j'invente après coup pour donner du relief à l'histoire. C'est réellement ce que j'avais vu. 3 corbeaux blancs perchés sur le rebord d'une fenêtre qui me regardaient sans bouger, sans cligner des yeux, sans faire le moindre son. Je suis descendue à la cuisine pieds nus, le parquet froid mordant la plante de mes pieds à chaque pas. Lorival était déjà là. C'était inhabituel, il ne se levait jamais avant 9 heures, lui qui travaillait la nuit sur ses projets de rénovation et dormait jusqu'en milieu de matinée. Pourtant ce matin-là, il était debout, habillé, dos tourné vers moi, en train de faire du café. « Tu es matinal » lui ai-je dit en entrant. Il ne s'est pas retourné immédiatement. Il a fini ce qu'il faisait, a posé quelque chose sur le plan de travail, quelque chose de petit, que sa main a refermé puis glissé dans la poche de sa veste, avant de pivoter vers moi avec ce sourire qui, ce matin-là, ne lui allait pas au visage. « Je voulais te préparer le café, chérie, comme au début. » Comme au début. Lorival n'avait pas dit cette expression depuis des années, depuis avant la naissance de notre fille Maëvan, depuis avant que sa sœur Tirza s'installe chez nous pour quelques semaines, qui avaient duré 19 mois, depuis avant que quelque chose entre nous se mette à ressembler à un tissu qu'on a trop lavé, encore entier, mais plus jamais de la même couleur. Il a posé 2 tasses sur la table, l'une devant ma chaise habituelle, l'autre à la place de sa sœur Tirza, qui dormait encore à l'étage. Une 3e tasse, vide, restait sur le plan de travail, pour lui. « Tirza descend bientôt ?» ai-je demandé. « Elle descend toujours bientôt », a-t-il répondu, et quelque chose dans sa voix n'était pas tout à fait juste, trop neutre, trop appliqué à être neutre. J'ai regardé ma tasse. Le café était d'une couleur normale, presque trop normale, d'un brun à cajou profond, avec une légère pellicule d'huile en surface, signe d'une bonne extraction, m'avait dit Lorival autrefois quand nous avions acheté notre première cafetière à piston dans notre ancien appartement à Granville. Mais l'odeur, elle, n'était pas tout à fait normale. Il y avait quelque chose en dessous de l'arôme de café, quelque chose de végétal, presque médicinal, comme de la réglisse mâchée depuis trop longtemps ou de la gentiane en infusion, avec une pointe de quelque chose de plus amer encore, que je n'arrivais pas à identifier avec précision, mais qui me rappelait vaguement les herbes que la voisine Ursule faisait sécher sur son appentis, des plantes dont elle ne donnait jamais les noms. « C'est quoi cette odeur ?» ai-je dit, en essayant de garder ma voix ordinaire. Lorival s'est assis en face de moi, les 2 mains autour de sa propre tasse, vide. « C'est quelque chose de spécial, chérie. Un mélange que j'ai trouvé, des épices. » Il a souri encore. Et c'est ce sourire-là, précisément, qui a déclenché dans ma poitrine la même contraction que j'avais ressentie au réveil. Pas la peur, pas encore. Quelque chose d'antérieur à la peur. Quelque chose de plus primitif. Le genre de signal que le corps envoie avant que le cerveau ait trouvé les mots pour nommer ce qu'il est en train de percevoir. J'ai regardé ma tasse. J'ai regardé la tasse de Tirza. Et j'ai pris ma décision en l'espace d'1 seconde, avec la rapidité silencieuse des gestes qu'on fait sans réfléchir, parce que réfléchir prendrait trop de temps. Je me suis levée. « J'oublie toujours la cassonade en haut !» ai-je dit, et en passant derrière Lorival, qui était assis dos à la fenêtre, j'ai échangé les 2 tasses. Ma tasse devant la place de Tirza. La tasse de Tirza devant ma chaise. Le geste a duré moins de 3 secondes. Mes mains ne tremblaient pas. Je ne sais pas pourquoi elles ne tremblaient pas.
Je suis remontée. Je n'ai pas pris de cassonade. Je me suis enfermée dans notre salle de bain et je me suis regardée dans le miroir pendant peut-être 2 minutes, sans penser à rien de précis, juste en laissant mon pouls retrouver un rythme à peu près humain. Puis j'ai entendu Tirza descendre, ses pas lourds sur les marches, son raclement de gorge habituel, le bruit de sa chaise contre le carrelage. Je suis redescendue avec un morceau de sucre brun dans la main, comme preuve. Tirza était assise à sa place. L'Orival n'avait pas bougé. La tasse, ma tasse, celle qu'il m'avait préparée, celle qui sentait les herbes d'Ursule, était devant Tirza, et Tirza la buvait. Elle la buvait à grandes gorgées, parce que Tirza ne faisait jamais rien avec délicatesse. Elle l'a vidée en moins de 5 minutes, tout en feuilletant le magazine de jardinage qu'elle laissait traîner sur la table depuis 3 semaines. L'Orival regardait sa sœur avec une attention que j'ai feint de ne pas remarquer. Moi, j'ai bu mon café, celui de Tirza, sans odeur particulière, sans arrière-goût de réglisse, juste du café ordinaire préparé dans la même cafetière par les mêmes mains, et j'ai mangé une tartine de pain seigle avec du miel de châtaignier, comme tous les matins. Les 20 premières minutes se sont passées en silence, avec seulement le bruissement du magazine de Tirza et le tic-tac de l'horloge murale qu'Osmerine avait achetée à Lisbonne. À la 20e minute, Tirza a posé son magazine. « J'ai mal à la tête », a-t-elle dit. L'Orival s'est redressé. « C'est probablement la météo », a-t-il dit. « Non, c'est pas la météo, c'est ici, ça tourne. » À la 25e minute, Tirza a posé les 2 mains à plat sur la table. « Je me sens bizarre. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle a fermé les yeux. Puis, elle les a rouverts, mais quelque chose n'était plus tout à fait ajusté dans son regard. Comme si les 2 iris ne pointaient plus exactement dans la même direction. Tirza ? Sa tête a basculé légèrement sur le côté. L'Orival a bondi de sa chaise. « Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu… » Et là, pour la première fois ce matin-là, il a regardé les tasses. Il a regardé ma tasse, vide, devant la place de Tirza. Il a regardé la tasse de Tirza, vide aussi, devant ma place. Et il m'a regardé. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé aussi. Ce qui s'est passé dans son visage pendant ces quelques secondes, je ne saurais pas le décrire entièrement. Ce n'était pas la surprise. La surprise est quelque chose de bref, de ponctuel, qui se dissout. Ce que j'ai vu sur le visage de l'Orival était plus long, plus profond, comme une fissure qui s'ouvre lentement dans quelque chose qu'on croyait solide. Il a compris que les tasses avaient été échangées. Il a compris que je l'avais vu faire quelque chose dans le café. Il a compris que je savais, sans savoir exactement ce que je savais, mais que je savais assez. « Appelle le 15, lui ai-je dit. « Céliane, appelle le 15 tout de suite. » Il a appelé. Pendant qu'il parlait au téléphone, Tirza a glissé de sa chaise. Je l'ai rattrapée. Elle n'avait pas perdu connaissance complètement. Elle murmurait des choses incohérentes, des fragments de phrases. Elle demandait si Osmerine était là, ce qui était étrange parce que Tirza savait très bien qu'Osmerine était morte depuis 11 ans. Elle suait. Ses mains étaient froides et humides comme des feuilles après la pluie. L'ambulance est arrivée en 22 minutes. J'avais compté. Les techniciens de santé ont posé leurs questions. J'ai répondu à celles que je pouvais répondre. L'Orival restait dans un coin de la cuisine, adossé au plan de travail, et regardait tout ça avec la blancheur de quelqu'un qui voit s'effondrer quelque chose qu'il avait cru invulnérable. Tirza a été emmenée. Intoxication, ont-ils dit. Alcaloïdes. Probablement de la jusquiame, peut-être de la conite ou de la belladone. Les analyses le confirmeraient. Dose significative, ont-ils dit. Si elle avait bu ça à jeun, en grande quantité… Ils n'ont pas fini la phrase non plus. C'était inutile. Dans les jours qui ont suivi, pendant que Tirza était à la clinique de Voeil et que les enquêteurs venaient et repartaient de notre maison avec des sachets en plastique remplis de herbes trouvées dans le cabanon de l'Orival, j'ai beaucoup pensé à la question que personne ne m'a vraiment posée directement.
Comment avais-je su? La réponse honnête, c'est que je n'avais pas su. Pas avec certitude. J'avais senti quelque chose dans ce café, j'avais vu quelque chose dans le sourire de Lorival, j'avais vu sa main refermer quelque chose et le glisser dans sa poche, j'avais vu sa tasse vide alors qu'il m'en préparait une à moi. Et tout ça ensemble m'avait traversé comme un courant électrique trop faible pour faire du bruit, mais assez fort pour faire bouger quelque chose en moi. Le pressentiment, ce n'est pas de la magie, c'est de l'accumulation. Ce sont toutes les petites choses qu'on perçoit sans les formuler, toutes les anomalies qu'on range dans un tiroir parce qu'on n'a pas encore le courage de les regarder en face, et qui finissent par peser assez lourd pour que le tiroir s'ouvre tout seul, une nuit où l'on rêve de corbeaux blancs. J'ai pensé aussi à Tirza, à notre relation. C'est un grand mot pour ce qu'il y avait entre nous, qui ressemblait plutôt à une coexistence armée, à deux espèces différentes partageant le même territoire, sans jamais vraiment négocier les frontières. Elle était cruelle parfois, avec ce genre de cruauté passive qui ne laisse pas de marque évidente. Des remarques glissées dans les conversations, comme des esquilles de verre dans un repas. Une façon de m'exclure des photos de famille. Une façon de parler de Lorival devant moi, comme si j'étais une locataire temporaire dans sa propre vie. Je ne l'aimais pas. C'est la vérité, et je n'ai pas l'intention de la déguiser. Mais je ne voulais pas qu'elle meure. Je n'aurais pas échangé ces tasses si j'avais voulu qu'elle meure. J'ai échangé ces tasses parce que je ne voulais pas mourir moi-même, et parce que le café qui m'était destiné était devenu, par le simple mouvement de mes mains, le café de quelqu'un d'autre. Est-ce que j'aurais pu le renverser? Dire à Lorival que je ne voulais pas de café? Sortir de la cuisine? Monter dans ma voiture? Partir? Oui, je l'aurais pu. Mais à ce moment-là, dans cette cuisine, avec le tic-tac de l'horloge lisbonnaise et l'odeur de quelque chose qui ne devrait pas être dans un café, j'ai fait ce que mes mains ont fait. Et mes mains ont choisi la survie avec la rapidité instinctive de quelque chose qui ne passe pas par le langage. Lorival est en détention provisoire depuis 4 mois. Son avocat parle de dépression, de pression familiale, de dettes accumulées envers Tirza qui lui avait prêté de l'argent et le réclamait avec des intérêts que les 2 frères et sœurs n'avaient jamais couchés sur le papier, mais qui avaient fini par contaminer tout l'air de la maison. Peut-être, je ne suis pas juge, je suis simplement la femme qui a échangé 2 tasses de café un jeudi de novembre, et qui est encore là pour le raconter. Tirza est sortie de la clinique au bout de 9 jours. Elle n'est pas revenue dans notre maison, dans ce qui était notre maison, parce que c'est une maison que j'ai quittée aussi, avec Maëvan, avec nos valises et avec le miel de châtaignier que j'ai pris parce que c'est la seule chose dans cette cuisine qui n'avait appartenu qu'à moi. Je vis maintenant dans un appartement à Valogne, au dernier étage, avec des fenêtres qui laissent entrer le matin. Je bois mon café seul, dans une tasse que j'ai choisie moi-même, une tasse blanche, sans fioritures, sans odeur étrange, sans sourire qui ne va pas au visage de celui qui la pose devant vous. Je ne suis pas guérie de quoi que ce soit. Ce n'est pas une histoire de guérison, c'est une histoire de survie, qui ressemble à toutes les histoires de survie. On est vivante, et on ne sait pas très bien quoi faire de cette vie, maintenant qu'on a vu ce qu'on a vu, maintenant qu'on sait ce qu'on sait sur la personne qu'on croyait connaître, sur la maison où on croyait habiter, sur soi-même surtout, sur cette chose froide et rapide qui vit quelque part entre les clavicules et qui sait, parfois, des choses que le reste de nous-mêmes n'a pas encore le courage de savoir. Les corbeaux blancs, je n'en ai plus rêvé depuis cette nuit-là. J'espère ne plus jamais en rêver. Mais si jamais j'en rêve encore, je sais maintenant que je n'attendrai pas le matin pour comprendre ce qu'ils me disent. Si cette histoire vous a tenu en haleine, votre like et votre abonnement nous permettent de continuer. Ne partez pas sans les laisser.